Nous voici sur ce plateau pour l'émission Monde du Travail qui s'occupe de toutes les questions liées au travail, ce que vous faites concrètement dans la vie, au sein de la société et dans tous les domaines, pas seulement au niveau des administrations publiques ou privées, les secteurs de pêche et élevage et beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes avec le président de l'Horizon pour l'Humanité, Jean-Pierre Bolonga. Il s'est spécialisé en matière des droits de l'homme. Il est avocat, s'occupant également de toutes les questions qui concernent directement les droits de l'homme. Avec lui, nous allons partager les actualités du jour, les actualités de l'heure en République du Congo. Nous allons parler de la remise et reprise intervenue à la CENI après la promulgation de la loi portant l'organisation des élections par le président de la République. Nous allons parler du procès Chebeya et Fidel Bazana, le procès Matata Pognon qui vient d'être reporté. Nous allons parler de la grève des enseignants qui secoue actuellement les secteurs de l'EPST. Les enseignants, jusque-là, n'ont pas voulu désamorcer la grève au niveau de l'EPST. Nous allons parler de la journée internationale de la presse, des journalistes, puisque là, j'aide à relever beaucoup de délits sur les journalistes. Nous allons parler également beaucoup de choses. Et nous sommes en direct. Je sais qu'il y aura beaucoup d'appels. Le mieux serait de nous écrire à ce moment-là. Nous allons lire toutes les questions que vous auriez à nous poser. Merci. Bonjour, Président Jean-Pierre Bolonga. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes là, nous allons avec vous partager l'actualité du jour, les questions d'actualité, les actualités du jour sur ce plateau. D'ores et déjà, je m'en vais à vous poser la question. Vous avez suivi l'actualité de la CENI a suffisamment évolué après la promulgation par le chef de l'État de l'équipe de la CENI. Et cette équipe est sous la direction du président Denis Kadima a procédé à la remise et reprise avec l'équipe sortante de Corneille Nangaa. Comment avez-vous apprécié cette équipe et en rapport avec les droits de l'homme? Merci de la parole. Mais seulement nous sommes inquiets. Depuis que le président avait pris l'ordonnance portant nomination de M. Kadima comme état président de la nouvelle équipe de la CENI, nous avons beaucoup regretté parce que le président ne nous a pas écoutés quand on est en train de diriger un état tel que la République démocratique du Congo, qui est une société, qui est une association. On doit tenir compte de certains critères. Le Congo doit être géré de manière, s'il vous plaît, consensuelle. Mais nous avons regretté parce qu'il y a eu des voix qui s'étaient levées de part et d'autre pour dire non à l'entérinement de M. Kadima, parce que tout le monde le sait, on ne peut pas retourner en arrière comme nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons remarqué qu'il y a eu trop d'irrégularités. Celui qui avait déposé le nom de M. Kadima à l'Assemblée nationale n'avait pas qualité. Même la commission paritaire, on l'a surnommée commission paritaire seulement de nom. C'était une commission qui était composée seulement des députés de l'Union sacrée. Il n'y avait pas l'opposition. Et finalement, M. Mbosso a fait il a accompli son devoir jusqu'à entériner Kadima, et on attendait que le président de la République puisse user la sagesse. Parce que nous sommes passés par ici, nous avons élevé nos voix, nous lui avons demandé de se servir d'une certaine jurisprudence, parce qu'autrefois, quand le cas de Malonda lui était arrivé, il avait écouté la voix des Congolais, et cette fois-ci, il ne nous a pas écoutés. Bon, on est en politique, la politique c'est un jeu d'intérêt. Peut-être qu'il a vu que dans Kadima, il a des intérêts, raison pour laquelle le président finit par prendre une ordonnance portant nomination de M. Kadima
comme étant le président de la CENI. Alors, cette histoire a bouleversé beaucoup de gens, que ce soit l'opinion nationale et même la communauté internationale. Tout le monde a suivi les communiqués de la communauté internationale qui avait regretté aussi, qui avait dit que le choix de Kadima comme étant le président de la CENI n'avait pas trouvé de consensus. Et beaucoup d'acteurs politiques, tels que le président Jean-Pierre Bemba, il a usé de la sagesse, et il y a eu même d'autres acteurs politiques tels que Moïse Katumbi et les autres qui menacent de quitter l'Union sacrée. C'est ça est parti. Vous devez comprendre que même nous, la société civile, il y a des mobilisations qui se font de part et d'autre. D'ici, il y aura une grande manifestation parce que nous avons dit ici que en cas où le président tombe dans les pièges de ces mauvais conseillers jusqu'à ce qu'il prenne une ordonnance nominant ou portant nomination de M. Kadima, vraiment ça risque de plonger le pays dans le chaos. Et cette fois-là, j'avais dit que ça serait un coup d'épée ou bien un coup d'État contre la démocratie et contre l'État de droit. Alors qu'est-ce que nous allons nous attendre? Il y a une forte mobilisation de part et d'autre. L'Église catholique est là, l'Église protestante, il y a la Mouka, il y a Ensemble, il y a aussi des mouvements citoyens, nous aussi de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme. Nous allons nous mettre ensemble et d'ici les 6, on va mobiliser la population pour dire non à M. Kadima parce que le processus électoral doit être crédible. Et la crédibilité d'un processus électoral dépend aussi des acteurs politiques qui travaillent à l'organisation de ces processus pour attirer l'attention de la communauté internationale et puis de tous les Congolais pour que tout le monde croie à ça. Et si toutes les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas parler d'une certaine crédibilité. Les contestations commencent en amont. Alors, on n'a pas encore promulgué le calendrier électoral, les élections n'ont pas encore été liées, mais ça sera comment alors? Ça sera comment alors lorsque on va proclamer les résultats, il y aura toujours des contestations, on risque de préparer un lit qui va rassembler beaucoup de morts, beaucoup de blessés et beaucoup de cas de violation des droits de l'homme, raison pour laquelle il est encore temps. Peut-être que le président va prendre une autre ordonnance qui va annuler la première ordonnance pour que les pays ne puissent pas se plonger dans les chaos. Vraiment, nous avons regretté, on est en train de voir les choses, mais néanmoins, nous ne sommes pas contents. Il y a même une guerre contre une guerre de mots, des animosités, la diabolisation de l'Église catholique, l'Église protestante, alors que l'Église catholique et l'Église protestante sont là pour la défense de certaines valeurs. Les valeurs qu'on appelle les valeurs républicaines. Et lorsque on veut toujours forcer les choses, c'est regrettable et nous assistons à un forcing. Vous avez suivi même le président Bosso dernièrement, c'était le samedi ou dimanche passé. Quand il a tenu un meeting à Kitambo, il a parlé aux maquis d'avoir forcé les choses, des histoires comme ça. On ne vous accuse pas. Donc, tout ce que vous posez comme acte, vous n'êtes pas isolés, vous n'êtes pas des extraterrestres. Vous vivez avec tout le monde. Quand on vous dit que cette chose ici ne va pas marcher et que vous faites le forcing, alors on doit appeler le chien par son nom. Nous avons beaucoup regretté. Attendons voir ce qui va se passer après. Voilà, Président, vous annoncez, vous les répétez, vous les rappelez, la marche que vous allez organiser les 6 de ces mois. Est-ce que vous ne craignez pas les conséquences? Et comment vous, qui avez critiqué le régime du président Joseph Kabila aujourd'hui, vous composez avec ces régimes, ces gens, pour marcher ensemble et réclamer, disons, réclamer les cas de la CENI? Est-ce que ne trouvez-vous pas que la population va vous désavouer du fait que vous êtes allé composer avec l'ancien régime? Alors, la politique évolue. Moi, je ne suis pas politicien, je suis défenseur des droits de l'homme. Et j'interviens ici en tant que défenseur des droits de l'homme. Je n'interviens pas ici en tant que politicien. Mais tout le monde qui a appris la science politique sait que la politique est un jeu. Et l'enjeu, c'est le pouvoir. Les jeux de terrain. Tout à fait. Mais le jeu politique a des caractéristiques. Dans cet univers-là, parmi les caractéristiques de l'univers politique, les gens doivent apprendre que l'univers politique est un univers combinatoire.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les ennemis d'hier peuvent devenir des amis aujourd'hui. Ça dépend de l'intérêt. Avec les atrocités, avec la gestion de l'ancien régime. Il n'y a pas d'alliance avec ces régimes. Il n'y a pas d'alliance politique. Jusque-là, moi je ne suis pas de la Mouka, je viens de le souligner ici que je suis défenseur des droits de l'homme, mais ici se pose un problème qui touche à l'intérêt général. Moi je pense que lorsqu'on fait la politique, on doit le faire pour la satisfaction de l'intérêt général. Ici on est en train de voir un groupe de gens qui veut prendre le pays en otage. Bon, nous ne voulons pas entrer dans des considérations qui peuvent, que les gens peuvent nous taxer de tous les noms, mais tout le monde a vu qu'on ne pouvait pas forcer les choses jusqu'à ce niveau-là. La nomination de M. Kadima, son entérinement et tout est un forcing, raison pour laquelle ça porte un coup à la démocratie et un coup à l'état de droit. Tout celui qui milite pour les valeurs doit dire non à ce qui s'est passé. Tout le monde a essayé de lever sa voix pour dire qu'il n'y a pas eu consensus. Bon, s'il n'y a pas eu consensus, lorsque les prémices sont fausses, la conclusion sera aussi fausse. Cette fois-ci, nous nous sommes mis ensemble. La fois passée, je vous avais parlé de toutes les forces vives, le FCC, tout le monde qui n'a pas péché dans ces pays ici. Même si le FCC, nous avons été les premiers à dire non à la dictature de M. Kabila. On a risqué sa vie ici, vous êtes témoin des enlèvements et tout, mais néanmoins, on était en train de lutter pour que nous arrivions à un état de droit, que nous arrivions à la démocratie, à un état démocratique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un état de droit. Nous sommes devant un état qu'on appelle en droit constitutionnel un état de police. Toutes les normes qui sont édictées au Congo aujourd'hui ne peuvent s'appliquer qu'au niveau de la population. Ceux qui sont au sommet, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, le gouvernement, ne veulent pas se soumettre à la loi, ni à la constitution, ni au règlement du pays. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Donc, quand il y a une question qui touche à l'intérêt général, parce que les contestations commencent aujourd'hui, demain, il y aura des morts, des manifestations, des contestations. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'avant 2023, que les choses puissent se normaliser et qu'on puisse avoir un processus électoral crédible. Même si Mobutu avait dit dans ces pays que même si je peux faire un accord avec le diable pour qu'on retrouve la paix au Congo, on peut le faire. Moi, je ne pense pas que cet accord-là, il faut aller vers les gens des... Les FCC, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, il n'y a pas d'alliance. Au mieux de ma connaissance, jusqu'alors, il n'y a pas une alliance politique ou une plateforme politique qui se crée ou électorale quelque part. Ça, c'est un problème qui touche à la nation tout entière parce que tous les conflits qui naissent des élections touchent la vie nationale. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est un conflit national parce que nous avons au moins 6 types de conflits. Tout le monde qui aura étudié la gestion des conflits, il sait qu'il y a le conflit national. Et parmi les conflits nationaux, il y a aussi des conflits qui naissent des élections et surtout au niveau de la présidence de la République. Raison pour laquelle les gens du FCC ou du PPRD, ils sont tous des Congolais. Nous sommes des Congolais. On peut se mettre ensemble pour dire non à un certain moment, à un système, parce que nous sommes déjà dans une dérive dictatoriale. Et on ne peut pas faire passer les choses comme ça. On doit se mettre, on doit se mobiliser la main dans la main pour contrer une certaine dictature qu'on est en train de vivre au Congo, pour que nous ayons des élections crédibles, transparentes et qui peuvent installer la démocratie à la République démocratique du Congo. Donc, le jeu politique est un jeu combinatoire, même s'il y a des combinaisons aujourd'hui. FCC, la Mouka, société civile, l'église catholique et tout ça, ensemble, on s'est mis ensemble pour lutter contre une nouvelle dictature qui s'installe au Congo. Là, je suis d'accord, ce sont nos frères. Et à un certain moment, quand on va changer les choses, le jour où le président prendra une deuxième ordonnance pour écarter l'équipe de Kadima qui ne fait pas l'unanimité, qui n'a pas rencontré le consensus, on n'est même pas allé au vote, on nous impose un certain Kadima qui vient avec un agenda caché. C'est comme si le président Félix risque d'aller aux élections avec 2 clés à la main. Alors pourquoi aller aux élections? Il faut aller il contrôle lui-même la CENI, il va contrôler la Cour constitutionnelle. Alors pourquoi aller aux élections? Il faut seulement se proclamer roi au Congo. Nous sommes en train de défendre certaines valeurs. Raison pour laquelle les gens du PPD, du FCC sont nos frères. Lorsque nous nous mettons ensemble pour la satisfaction de l'intérêt général, nous disons ok, ce n'est pas diabolique,
tout celui qui a appris la politique sait que le jeu politique est un jeu combinatoire. Les accords se font et se défont. Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis aujourd'hui. Voilà, Président, nous prenons la question sociale, la question de l'éducation qui concerne actuellement tout le monde. Vous le savez bien, depuis qu'il y a eu la rentrée scolaire 2021-2022, en tout cas, la machine ne tourne pas. Les enseignants jusqu'aujourd'hui sont en grève et il y a maintenant des cas opposés. Les camps de l'inter-syndicat national de l'administration publique, de l'EPST, qui est là, qui demande aux enseignants de reprendre la grève. Et de l'autre côté, il y a la synergie des syndicats des enseignants composés de quelques syndicats. Il y a les syndicats, la force agissante, les syndicats des enseignants des écoles protestantes, les syndicats des enseignants des écoles privées, les syndicats, la centrale congolaise du travail. Et puis, il y a une autre organisation là qui s'occupe des parents d'élèves qu'on fait vide. Ces syndicats-là forment les blocs qu'on appelle la synergie. Et à leur niveau, ils ont dit que pas question. Comme ils ont déclenché la grève, ils continuent avec la grève malgré la main tendue du ministère de l'EPST et de l'intersyndicale de l'EPST. Comment appréciez-vous actuellement jusque-là? Les enfants n'étudient pas normalement, il y a perturbation. Et en tant que droit de l'homme, comment appréciez-vous cet état au niveau de l'éducation? La gratuité est un droit de l'homme. C'est un droit de l'homme. Lorsque vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, à partir de son article 22, là on parle des droits économiques, sociaux et culturels, parmi lesquels on parle aussi du droit au travail et puis la gratuité aussi de l'enseignement. Dans notre constitution aussi, nous lisons à partir de l'article 43, vous allez vous rendre compte que les constituants congolais avaient consacré la gratuité de l'enseignement. C'est un droit fondamental, parce que les droits de l'homme sont classés en plusieurs catégories. Alors, il y a les droits de la deuxième catégorie qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels, parmi lesquels nous nous retrouvons avec le droit à l'éducation. C'est un droit sacré. L'éducation au niveau de base doit être gratuite. C'est qu'on entend parler de l'enseignement gratuit aujourd'hui. Ce n'est pas une innovation d'un président de la République ou bien d'un groupe de gens. On trouve, ça souffrait seulement d'application. La Constitution a été promulguée depuis 2006, même à l'époque de Kabila. C'est la même Constitution qu'on n'a pas changée aujourd'hui. La gratuité était là, mais sauf que les dirigeants de cette époque-là, excusez-moi le terme, étaient animés de mauvaise foi. Les FCC, vous composez pour faire la marche. Il n'y a pas de problème. La marche, j'ai déjà parlé de ça. Ici, c'est un problème de l'intérêt général. Quand il s'agit de l'intérêt général, alors il n'y a pas de débat. On doit se mettre ensemble pour arriver à la satisfaction de l'intérêt général. Pour que nous puissions avoir le bien vivre ensemble. Alors, maintenant, je reviens. La gratuité, ça a bien commencé avec le président Félix et les pouvoirs en place. Nous avons vu l'année passée, les élèves dans des écoles publiques ne payaient pas. Il y a eu gratuité. Mais cette année ici, depuis qu'il y a eu reprise de cours, moi-même qui suis en train de vous parler, si je suis victime, parce qu'il y a une fille de 12 ans qui n'a pas encore commencé, parce qu'elle étudie dans l'une des écoles officielles de conventionnés catholiques. Jusqu'à ce moment ici, depuis qu'il y a eu rentrée scolaire, elle n'a pas encore étudié. Raison pour laquelle nous disons au gouvernement, à la fois parce que nous avons demandé à M. Tony Mwamba de ne pas seulement se servir des principes de l'état de police, c'est que de la dictature, de part et d'autre, désactiver les enseignants, il faut prendre des mesures, c'est l'état de négocier, qu'il puisse aplanir. Pendant qu'il est professeur d'université, il est juriste et il est appelé à défendre la loi. Il a fait la loi. Il est allé désactiver la paix des enseignants et les écoles. Nous sommes en train de regretter. Même du temps de Louis Bakonga, les choses ne s'étaient pas tournées de cette manière ici. Il n'a pas de bons conseillers. Alors, l'article 39 de la Constitution consacre la grève comme étant un droit fondamental. Lorsque l'employé voit que les choses ne tournent pas, il ne reçoit pas un bon salaire, le salaire a un caractère alimentaire, le salaire fait partie aussi aux droits sociaux économiques. Mais lorsque le social est foutu, les enseignants aussi ont le droit de dire non. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Nous demandons seulement au ministre d'inviter les syndicalistes. Les syndicalistes sont en train de faire leur travail,
qu'ils trouvent un terrain d'attente, qu'on puisse bien rémunérer les enseignants. On leur a promis des primes. D'ailleurs, moi, dans ces pays ici, tout est politique, s'il vous plaît. Parce qu'au début ici, on nous a fait croire qu'on leur a ajouté un montant, si c'est de 20 000 francs congolais, de $10. Mais c'est un montant-là. C'est une honte. Quand les enseignants ont revendiqué hier, ils ont dit qu'ils n'ont même pas touché les 20 000 francs qu'on leur a promis jusqu'à présent. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Il y a eu des accords de Mboudi, il y a eu des accords de Bibois, on signe des accords par-ci, par-là. Et on revient sur le même mauvaise pratique de M. Kabila, où il y a des bouchages, même pour les groupes syndicaux. De quel droit il peut y avoir des groupes syndicaux? Il y a des autres qui ont déclenché la grève, et le gouvernement a débauché la synergie des syndicats des enseignants, et puis il y a un groupe qui est en train d'appeler les PST appelaient les enseignants pour le travail. Vous voyez qu'il y a contradiction, on revient sur les mêmes pratiques, le dédoublement des partis politiques, et vous allez voir, quand on parle de l'ensemble, on dit ok, Moïse Katumbi est en train de parler là-bas, attendez, il va se retrouver avec rien, parce que nous avons déjà sur la table ici plus de 40 députés de Moïse Katumbi, quand il ose seulement de quitter, vous voyez qu'on reprend les antivaleurs qu'on avait décriés hier, raison pour laquelle nous demandons à la sagesse du président de la République qu'il puisse instruire, parce qu'à tout moment il donne des instructions, il est le chef de l'exécutif, qu'il parle bien avec son ministre qu'il a mis là-bas, M. Tony Mwamba, depuis que les choses ne marchent pas, pour que les élèves reprennent le chemin de l'école, parce que nos enfants sont en train de chômer, alors que la gratuité est un droit qui est consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, même dans les pactes international relatif aux droits civils et politiques, et pourquoi pas dans la Constitution. C'est devenu une liberté publique qui est opposable à l'État. Entre-temps, nous demandons à la technique de nous balancer l'élément de l'amplification de la grève que la Synergie a, lors de son assemblée générale convoquée il y a 2 jours. La Synergie des syndicats des enseignants a amplifié la grève, et on ne sait pas comment la situation va aller dans ces réclamations, les réclamations de la Synergie. Et les enseignants demandent l'activation, d'abord l'activation des salaires des enseignants, l'activation des écoles désactivées. Il y a l'augmentation des salaires des enseignants à la hauteur de $250 américains. Il y a également le cas de la MSP mutuelle de santé des enseignants. Et donc, toutes ces questions-là, ils demandent à ce que le gouvernement puisse trouver la solution. Si le gouvernement n'arrivait pas à trouver la solution, il y aura la continuité de la grève telle qu'ils ont décidé. Dernièrement, je venais de suivre le ministre Diaou de la fonction publique. Lui nous a éclairé, ça fait des jours, il nous a dit que toutes les écoles qui étaient désactivées, on les a réactivées, même les enseignants aussi qui étaient désactivés. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais le problème, aujourd'hui, c'est au niveau du traitement des enseignants. Que le gouvernement puisse bien respecter ses engagements. Il y a eu les accords de Mboudi que je venais de citer ici, les accords de Bibois. Un enseignant, allez au Congo-Brazza ici, allez en Angola, ils ne sont pas des extraterrestres. Au Congo-Brazza, un enseignant vous touche pas moins de $400 par mois. Allez en Angola ici, moi j'étais à mission de service, c'était en 2009 en Angola. Un enseignant touchait combien? Pas moins de $1000 par mois. Ils ne sont pas comme nous. Et ils nous disent aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'argent, on a mobilisé, on n'a jamais vu une telle mobilisation. Dans la caisse de l'État, il y a des milliards et des milliards. Mais il y a des revendications de part et d'autre, des établissements publics. Allez à l'ONATRA, allez partout ici. Il n'y a que des grèves partout. Mais l'enseignement, il est là. Nous voulons un enseignement gratuit, mais nous devons d'abord nous préparer. Parce que tout au Congo se passe comme si on était dans une jungle. Ce n'est pas le cas. Oui, nous demandons à la technique Makos aussi, Serge Makos peut nous balancer cet élément de la synergie, la déclaration de la synergie. Et ils sont allés plus loin pour dire qu'ils ont été attaqués par les membres de certains partis politiques au pouvoir. C'est ce que... Mais c'est ça la nouvelle pratique aujourd'hui. Les mains comme les mains ne se laissent pas voir. C'est la nouvelle pratique aujourd'hui.
Donc, on ne comprend pas. Un problème qui touche l'éducation, il y a un parti politique qui s'élève. Un problème qui touche, prenons par exemple la société civile, tel que le cas de nomination de M. Mahalonda, il y a un parti politique qui intervient. Alors qu'on nous a fait croire ici que M. Mahalonda sortait de l'église kimbanguiste. Mais nous avons vu que depuis qu'il a été entériné, nommé comme État président de la CENI, mais les champagnes se prennent dans les états-majors de certains partis politiques. Et l'église kimbanguiste n'est faite même pas ni la société civile. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on fait la démocratie, nous savons que l'IDPS c'est un grand parti. C'est l'IDPS qui dirige aujourd'hui. Quand on dirige, le pouvoir il est là, on doit savoir comment les conserver. Mais si vous voulez les conserver, vous devez les conserver en se servant des mécanismes légaux. Sinon, on risque de nous amener dans une dictature qui ne dit pas de son. Voilà la technique Serge Makos aussi. Vous pouvez nous envoyer cet élément pour illustrer cette question, tenant compte de la déclaration de la synergie des syndicats des enseignants, une déclaration qui a été faite il y a de cela 48 heures. Ils réclament toujours, parce que vous venez de dire qu'il y a eu une rencontre avec le vice-premier ministre de la fonction publique et le ministre de l'EPST sous la direction du premier ministre. On a pris des résolutions, mais les anciens enseignants réclament que jusque-là, des écoles ne sont pas encore réactivées. Les salaires des enseignants ne sont pas encore réactivés, raison pour laquelle ils ont amplifié la grève jusqu'à trouver des solutions gain de cause dans leurs revendications. Les enseignants a tenu son assemblée générale ce lundi 1er novembre 2021 au siège du Sénécat à Bongolo dans la commune de Kalamou. Au cours de cette grande rencontre, les enseignants ont évalué la grève que la synergie a déclenchée depuis le 25 septembre dernier. Ces enseignants se sont félicités pour le respect à la lettre de cette grève sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont à cette occasion décidé d'amplifier cette grève jusqu'à la résolution des problèmes des enseignants, à savoir l'activation des salaires des enseignants et des écoles désactivées par le ministre Tony Mwaba de l'EPST, des enseignants jusque-là non payés et les enseignants nouvelles unités. L'augmentation des salaires des enseignants à la hauteur de $250 américains. La synergie des syndicats des enseignants dénonce les membres de certains partis politiques qui menacent les enseignants, et en fait la synergie des syndicats des enseignants réclame le départ du ministre Tony Mwaba, qu'elle considère ne pas être en mesure de gérer le secteur de l'EPST, et décide de poursuivre la grève. La synergie rappelle à la communauté nationale et internationale qu'elle est une force sociale et indépendante qui ne milite qu'en faveur des intérêts de ses membres, en attendant l'issue des travaux depuis 100 ans. Les enseignants en assemblée générale décident la poursuite de la grève sur toute l'étendue du territoire national et demandent au gouvernement de s'impliquer résolument pour des solutions responsables et durables. Les parents sont tenus à garder les enfants à la maison pour leur sécurité. La synergie des syndicats des enseignants rappelle que l'intersyndicat de l'EPST n'est pas en mesure d'élever la grève unilatéralement parce que cet intersyndical n'est pas avec les enseignants et ne défend pas ses enseignants. La grève a été déclenchée par la synergie des syndicats des enseignants. Seule la synergie peut lever cette grève, moins encore le gouvernement. Voilà, nous venons de suivre cet élément de la synergie, faisant étant de la poursuite de la grève. Ils sont allés plus loin pour demander même le départ du ministre Tony Mwaba. Comment appréciez-vous en tant que droit de l'homme? Mais c'est ça la culture, la mauvaise culture que nous avons chez nous ici en Afrique en général et puis en République démocratique du Congo en particulier. Quand on voit que les choses ne marchent pas, pourquoi pas démissionner? Parce que depuis qu'il est là, tout le monde sait que les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Avec M. Tony Mwaba, qui démissionne, s'il ne veut pas démissionner, mais qui travaille dans le sens de bien améliorer les choses. Parce que quand on travaille dans un service public, on doit travailler pour la satisfaction de l'intérêt général. Maintenant, l'intérêt général n'est pas satisfait. Pourquoi s'accrocher? On travaille pour ses propres intérêts. Qu'il fasse un effort de dialoguer avec les groupes syndicaux et de satisfaire aux besoins des enseignants pour que les enfants reprennent le chemin de l'école. Ça, sinon,
on ne parlerait plus d'une certaine gratuité, et puis ça commence mal. Dernièrement, on nous a, je ne sais pas si ce sont des rumeurs, parce que je n'ai pas d'éléments quant à ça. J'aurais même appris que la Banque mondiale a beaucoup regretté de ce qu'elle est en train de voir l'évolution de la gratuité à République démocratique du Congo. Elle risque même de ne pas appuyer le gouvernement congolais prochainement ici. Alors ça sera un chaos. Ça sera un chaos. On ne parlera plus d'une quelconque gratuité. Et puis, quel serait maintenant le bilan du président de la République pendant la campagne en 2023? Il va nous parler de quoi alors qu'il y a eu un chèque, le social. Faut-il, on a parlé de gratuité, nous sommes dans des mouvements de grève et tout ça là. Un tel monsieur, s'il est incompétent, on doit le faire partir. Il y a beaucoup de compétences. Qu'on cherche, c'est quelqu'un qui peut gérer ces secteurs-là, parce que c'est un secteur sensible pour que les choses puissent bien marcher. Voilà, nous abordons la question de la prorogation de l'état de siège. Il y a quelques jours, en tant que droit de l'homme, comment, puisque il y a certains députés qui ont vidé la salle, ils n'ont pas souscrit à cette démarche. Comment appréciez-vous cet état des choses pendant que il y a beaucoup de Congolais qui appuient cette option des chefs de l'État pour sauver le meuble à l'est du pays, et ces Congolais disent même que depuis que cet état de siège a été décrété, il y a quand même une certaine accalmie à l'est du pays d'emblée. Il y a les autres qui ne veulent pas cette option. Comment appréciez-vous en tant que droit de l'homme cette situation? Oui, le problème de l'état d'urgence, nous disons en droit de l'homme que le droit de l'homme ne s'exerce pas de manière absolue. À un certain moment, le droit de l'homme connaît certaines limites. Vos droits se limitent là où commence le droit de l'autre. Vos droits se limitent là où il y a l'ordre public. Vos droits aussi se limitent là où il y a le bon mœurs. Vos droits aussi se limitent lorsqu'on se retrouve dans une situation exceptionnelle. En rapport avec l'article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et son article 4.4 aussi. Parmi les situations exceptionnelles, où on peut limiter les droits de l'homme, ou l'exercice des droits de l'homme, on peut parler de l'état d'urgence, on peut parler de l'état de siège, on peut parler aussi de l'état de guerre. Quand on est dans des circonstances comme ça, ces circonstances-là, on les considère comme état de circonstances exceptionnelles, parce que on arrive dans des cas de force majeure. Ce n'est pas une vie, on ne peut pas s'habituer avec la guerre, on ne peut pas s'habituer avec l'état d'urgence, on ne peut pas s'habituer avec un état de siège. Ce sont des moments courts qui arrivent, et lorsqu'un tel moment arrive, l'autorité publique, après avoir informé le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est ça la procédure en rapport avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et quand le secrétaire général des Nations Unies est informé, l'État peut décréter l'état de siège, l'état de guerre ou l'état d'urgence comme nous avons connu ici avec la COVID-19. Mais nous devons savoir que ce ne sont pas les droits de l'homme qui tirent déjà à l'Est. Ce ne sont pas les droits de l'homme qui tirent déjà à l'Est. Nous devons respecter les droits et libertés fondamentaux des personnes. Qu'est-ce que les droits et libertés fondamentales? Les droits et libertés fondamentaux des personnes ont à faire avec la sécurité à l'Est. On a pensé que lorsqu'on on déclencherait, on décréterait l'état d'urgence ou l'état de siège, il y aurait changement. Mais depuis qu'on a commencé cette histoire-là, nous avons plus de 10 prorogations aujourd'hui. Mais il a quand même la calmie. Les morts, vous ne pouvez pas comparer l'état de lieu actuel à celui. Vous parlez des accalmies. D'autrefois. Vous parlez des accalmies, mais moi je vous dis que ne suivez pas seulement le langage du gouvernement. Ça c'est l'hypocrisie. Suivez la réaction de la société civile. Il ne se passe pas 2 jours à Beni, à Nituri, sans qu'on puisse compter les morts. Alors, si on voit qu'il y a eu des stratégies qui ont été montées et que ces stratégies-là ne payent pas, on doit changer de stratégie. Ce ne sont pas les droits de l'homme qui empêchent que la sécurité soit rétablie à l'Est. Nous avons connu la sécurité
Dans ces pays, c'est avec le maréchal Mobutu, il y a eu Moussa Mabé, il y a eu le président Jean-Pierre Bemba qui avait contrôlé Emma et Lindou, il y avait des conflits là-bas. On n'avait pas décrété l'état de siège. Et aujourd'hui, comme les choses ne marchent pas, regardez, même l'armée rwandaise nous a profité à partir de ce moment ici. Il y a eu agression dernièrement ici. On dit que l'article 51 de la charte... Le Rwanda était stoppé net. Il a été stoppé comment? Alors que c'était une agression au niveau international. C'est un crime d'agression. Parce qu'il y a 4 crimes internationaux aujourd'hui. Il y a le crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide et crime d'agression. Il y a eu agression. Et quand il y a agression, on applique l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui autorise à l'État agressé de se servir de la légitime défense. On ne peut pas seulement appeler l'ONU pour diligenter les enquêtes, qu'est-ce qui s'est passé. Non, nous devons agir comme Israël. Israël, quand vous attaquez Israël, Israël riposte. Raison pour laquelle Israël est en sécurité, bien qu'il soit entouré par des ennemis. Mais à la République démocratique du Congo, nous nous considérons comme un État défaillant, un État en déliquescence, un État où chacun peut venir faire du n'importe quoi, de Mbororo, de tout ça, des Zambiens et tout, et nous sommes en train de pleurer, de vous de pleurnicher. Non, un État doit se prendre en charge. Raison pour laquelle nous disons que cette histoire-là, de l'état de siège, est entrée, il y a violation systématique des droits de l'homme à l'Est. Qu'on cesse, moi je donne raison aux députés de l'Ituri, qu'on ne puisse pas proroger cette histoire-là, d'état de siège, qu'on puisse changer de stratégie. Parce qu'on ne peut pas s'habituer avec une situation qu'on appelle exceptionnelle. On ne peut pas s'habituer avec une situation exceptionnelle. Les droits de l'homme sont limités à l'Est. Les droits de l'homme sont violés au jour d'aujourd'hui, les libertés fondamentales des personnes. Il faut continuer avec ça. Qu'est-ce que les droits et les libertés fondamentales des personnes ont à faire avec la sécurité à l'Est? Qu'on laisse, qu'on lève cet état de siège, ça n'a pas payé, ça n'a pas produit de fruits, qu'on change de stratégie. Peut-être que d'autres stratégies viendront pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Voilà, parlons de la poursuite du procès Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Vous êtes des droits de l'homme, vous suivez à la lettre ces procès et jusque-là, ça évolue, il y a beaucoup de révélations. En tant que droit de l'homme, quelle est votre appréciation de ces procès, du déroulement de ces procès? Nous sommes en train d'observer comme tout le monde, parce que quand on dit qu'on est dans un état de droit, l'état de droit est fondé sur les principes. Le premier principe de l'état de droit, c'est quoi? Le respect des droits et des libertés fondamentaux des personnes. Deuxième principe, la séparation des pouvoirs. Troisième principe, l'indépendance de la justice. Nous laissons la justice faire son travail. Le procès suit son cours normal. La fois passée, j'avais défini le procès ici comme étant un long processus qui commence dès les premières constatations de faits jusqu'à l'exécution du jugement par la personne condamnée. Il y a des grandes révélations aujourd'hui et nous sommes en train d'observer ce qui se passe. Nous aimerions que tout le monde qui s'était impliqué dans cette affaire-là de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, que nous considérons aujourd'hui comme un crime d'État, parce qu'un État qui se respecte ne peut pas assassiner les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et autres. Non, ça c'est un État, on peut considérer un tel État comme un État policier, qui est différent d'un État de police, et différent d'un État démocratique aussi. Raison pour laquelle nous attendons, on ne peut pas poursuivre seulement les auteurs matériels. Il y a eu toute une participation criminelle. Il faut remonter la filière. Tout à fait, c'est ce que j'aimerais dire. Les auteurs moraux et intellectuels, tout à fait, dans la participation criminelle. Nous avons, la participation criminelle est un crime qui a été commis par plusieurs acteurs. Et les acteurs sont classés en plusieurs catégories. De l'autre côté, nous avons les auteurs, ils sont là. Il y a les co-auteurs, il y a aussi les complices. Et parmi les auteurs sont classés en deux groupes aussi. Il y a les auteurs matériels, il y a aussi les auteurs moraux ou les auteurs intellectuels. Qui a donné des ordres à Moukalai? Numbi n'avait pas de problème personnel avec M. Chebeya. Pourquoi il a planifié son assassinat? Jusque-là, nous ne pouvons pas nous prononcer avant la justice. Qui a donné des ordres à Numbi? Alors, nous aimerions que ça ne puisse pas s'arrêter seulement au niveau de Numbi, qu'on nous dise qui était derrière tout cela. Que vous soyez auteur intellectuel, que vous soyez auteur matériel, nous aimerions que vous puissiez répondre devant la justice. Et cette fois-ci, nous ne voulons rien que la vérité et que tout le monde qui aurait amené sa contribution
pour que le crime ait lieu, doit répondre de ses actes. Voilà, des procès en procès, nous avons également les procès Matata Pognon, l'ancien Premier ministre Matata Pognon, et il y a des reports en tant que droit de l'homme, mais puisque vous avez toujours soutenu Matata Pognon, et si comme il y a quelque chose entre vous et lui, et dans ces déroulements des procès, depuis que son procès a été annoncé, vous continuez à les soutenir. Et pourtant, nous sommes dans un état de droit du président Félix Tshisekedi. Il veille là-dessus. Quand ça ne marche pas, vous devez vous présenter devant les juridictions compétentes pour pouvoir vous défendre et pour pouvoir vous justifier. C'est aussi l'état de droit. Je n'ai pas... Matata Pognon ne me connaît même pas. Matata Pognon ne me connaît même pas. Je n'ai pas de relation avec un certain Matata Pognon. Je suis en train de défendre l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect des textes. Matata Pognon, je ne peux pas justifier tout ce qui s'est passé. Je n'entre pas dans les fonds de son dossier. S'il aurait détourné, il aurait fait quoi? Tout le monde doit répondre de ses actes. Mais vous l'avez soutenu. Non, Matata Pognon n'est pas au-dessus de la justice. Mais ce que je suis en train de crier, c'est la procédure. Parce que quand on est dans un état de droit, il n'y a pas seulement des règles de fond, il y a aussi des règles de forme. La procédure n'est pas respectée. Matata Pognon n'est pas Premier ministre aujourd'hui. De quel droit il peut être jugé par la Cour constitutionnelle? C'est là où il y a mon problème. Alors que, lorsque vous exploitez l'article 163, 164, 165 jusqu'à 167 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Premier ministre et du Président de la République à l'exercice. Maintenant qu'il a quitté les fonctions de Premier ministre, il est sénateur. Il a son juge naturel, c'est ça mon problème. Son juge naturel au jour d'aujourd'hui, c'est la Cour de cassation. Si on veut poursuivre Matata Pognon, pour que moi je me tranquillise, pour que je me croie que je suis dans un état de droit, qu'on l'amène devant son juge naturel, parce que chacun de nous a son juge naturel. Le fait de le détourner de son juge naturel, ça viole l'article 19 de la Constitution, parce que cet article, à partir de son alinéa premier, dispose que nul ne peut être soustrait ou distrait du juge que la loi lui assigne. Et chacun de nous a le droit d'être entendu par un juge compétent. Et les juges compétents, c'est ce qu'on appelle les juges naturels de quelqu'un. Matata Pognon, qu'on l'amène devant son juge naturel, qui est la Cour de cassation, l'amener devant la Cour constitutionnelle, c'est un acharnement, c'est un procès politique, et jusque-là, le droit ne sera pas dit parce qu'on ne peut pas examiner les contenants aussi longtemps que le contenu n'est pas bien examiné. Voilà, Président, vous chitez, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. En quelques mots, nous chitons par la journée internationale de la presse. Quelques mots et nous terminons puisque l'émission, nous avons vidé nos minutes. On espérait que les choses allaient changer en rapport avec le nouveau régime, mais nous sommes plongés dans les chaos. Kabila part, Kabila revient, nous sommes retournés, nous dormons sur le lit de Kabila. Tout ce qu'on était en train de déplorer hier. Vous avez suivi les rapports qui avaient été publiés par GED hier. Cette année ici, on a répertorié. Quand on a fait le monitoring, on s'est retrouvé avec plus de 100 cas de violations, des atteintes contre les journalistes. Alors que la liberté, lorsque vous lisez l'article 24 de notre Constitution, le droit à la liberté de presse, le droit à l'information, c'est le quatrième pouvoir. Maintenant, lorsqu'on misère la presse, on a même répertorié des cas des atteintes à la vie des journalistes. Il y a des journalistes qui sont morts cette année ici. Des atteintes à l'intégrité physique, il y a eu des cas de torture. On a montré même hier un journaliste a gonflé, on l'a torturé, des histoires comme ça. Donc, des arrestations arbitraires, des détentions illégales, des menaces, ainsi de suite. Et vous allez nous dire aujourd'hui que nous sommes dans un état de droit? Non, nous a-t-il que le droit, qu'on dépénalise d'abord les délits de presse, qu'on respecte la liberté de l'expression, de l'information et tout. Nous aimerions que les journalistes puissent se mouvoir, qu'ils puissent travailler comme étant des personnes qui ont des droits et des libertés qui sont reconnus par des instruments de protection des droits de l'homme au niveau international et pourquoi pas par la Constitution. Voilà, c'est pas là qu'on peut au moins terminer notre émission de la manière que vous venez de nous signaler. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons invité le président Jean-Pierre Bolonga en qualité
de droits de l'homme, et c'est son travail, puisque l'émission c'est le monde du travail. Le monde du travail touche tous les secteurs de la vie, et il est venu ici reparler de son travail du secteur des droits de l'homme. Merci, à la prochaine.